Eh bien là, maintenant, on va passer vraiment dans un tout autre domaine, mais qui aussi, celui-là, fait appel à des scientifiques qui se rejoignent. Ce sont vraiment des domaines de recherche qui sont quand même assez différents. Et là, on va parler d'optimisation, et non pas de colonne vertébrale, mais bien du système de santé lui-même. Et on parle beaucoup justement d'engorgement dans notre système de santé. Eh bien, il y a peut-être des réponses mathématiques à ces engorgements-là. Eh bien, j'inviterai maintenant Nadia Larichi et Louis-Martin Rousseau à venir nous parler de ça. Veuillez les accueillir. Écoutez, comme on dit, pas de stress, mais la barre est haute là, quand même. Hein? Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle de vos domaines de recherche. Nadia, vous êtes professeure agrégée au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal, notamment. Louis-Martin Rousseau, vous êtes professeur à Polytechnique Montréal et vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en analytique logistique des soins de santé. Vous travaillez notamment sur un domaine qui s'appelle l'hybridation des techniques de recherche opérationnelle classique et des méthodes issues de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez un défi ce soir de rendre ça digeste auprès de notre public. Mais bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Je dois dire que je suis vraiment très content parce que je trouve que souvent, je ne sais pas pour vous, là, les chercheurs, on dirait qu'on les entend jamais assez, on les entend jamais assez longtemps. Alors, c'est chouette de pouvoir passer 25 minutes avec ces gens qui travaillent sur des domaines très précis, qui ont des applications vraiment dans la vie concrète de tous les jours. Donc, on va commencer avec la première question. On va commencer avec la question de l'optimisation des ressources en milieu hospitalier. Comment on peut traduire allons-y ça? avec cette première question. Ah, bien allez tout de suite, mon cher. Ah, ben écoutez, puisque Luc, prenez votre place. C'est que la question me démange. Bon, ben allez-y, cher Luc, posez-nous-la. Alors, l'optimisation, c'est, mesdames et messieurs, portez attention, A, une branche des mathématiques, B, obtenir le meilleur fonctionnement ou le meilleur résultat, ou C, essayer de rendre tout le monde heureux. On est rendu à 172 votes. Wow, vous êtes tellement vite sur la gâchette, c'est extraordinaire. Alors, on ferme le vote et on écoute votre réponse. Oh, voilà. Donc, on a 73% des gens qui trouvent que l'optimisation, c'est obtenir le meilleur fonctionnement ou le meilleur résultat. Est-ce qu'ils ont raison? C'est logique, non? Absolument. Donc, tout le monde a un A. Donc, n'est-ce pas, je suis professeur, j'aime distribuer les A. Alors, mais ceux qui ont répondu à la réponse A, qui l'ont choisi, ils ont raison aussi, parce que l'optimisation est une branche des mathématiques. Donc, l'optimisation, c'est exactement les outils que nous, on utilise pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais en même temps, le 6%, moi, je m'intéresse oui, je voudrais les connaître. Moi, je m'intéresse aux gens qui coulent. Non, mais c'est des gens créatifs. Mais justement, mais n'empêche qu'ils n'ont pas nécessairement tort, parce qu'on va en parler avec vous là, ce soir. L'objet de vos travaux, c'est vraiment d'essayer de contenter un peu tout le monde dans le domaine dans le système de santé. En fait, les gens qui... en fait, ils coulent pas. C'est juste qu'ils vont un peu plus loin. Une fois que j'ai optimisé, les gens sont plus contents. Bon. Voilà. Va, tiens. Parfait, bon, mais tout le monde est content, bravo. Ça. Mais encore, sur quoi vous travaillez? Donc, l'optimisation, c'est vraiment une technique. Puis quand on parle de optimiser les ressources dans le milieu de la santé, ce qu'on essaye de faire... Donc, mon patient, c'est l'hôpital. Lévis, c'est un ordinateur. Ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un des problèmes qu'on a à l'intérieur de l'hôpital. Donc, ça peut être des horaires, par exemple, ou ça peut être, j'ai un certain nombre de personnes qui travaillent sur le terrain, et l'idée, c'est comment est-ce que je peux faire mieux avec exactement le même nombre de personnes. Donc, voici un des problèmes qu'on résoudrait avec l'optimisation. C'est une belle métaphore, ça. Est-ce que vous la partagez? Oui, absolument. C'est des problèmes qui peuvent devenir très, très difficiles. Et puis, quand on arrive à les optimiser, on arrive à aider les gestionnaires à résoudre des casse-têtes qui sont excessivement complexes. Donc, quand on parle de complexité, là, c'est pas seulement là, de réussir à faire des horaires qui se tiennent. Là, on est dans des niveaux qui sont éminemment plus complexes que ça. Notamment, votre domaine, Louis-Martin Rousseau, vous êtes dans les travaux d'hybridation de techniques de recherche opérationnelle classique et des méthodes issues de l'intelligence artificielle.
Comment vous traduisez ça, justement? Mais en fait, les problèmes sont très difficiles parce que c'est des casse-têtes où on jongle avec beaucoup de ressources qui sont matérielles, humaines, financières, et la demande qui vient des patients qu'on doit traiter le mieux possible. Et il faut réussir à déployer toutes ces ressources-là pour offrir le meilleur traitement. Mais la demande est incertaine, elle varie dans le temps, elle varie de manière dynamique dans la journée, peut-être aussi sur l'année. Donc, comment on arrive à déployer les ressources qui sont limitées, parce qu'on a un système de santé publique, puis on décide combien on est prêt à investir dedans, pour répondre le mieux possible à cette demande-là qui est incertaine. Donc, les problèmes eux-mêmes, à la base, même quand toutes les données sont connues, sont énormes. On prend un petit exemple avec un horaire de travail pour une dizaine de médecins sur une dizaine de jours, qui aurait peut-être une dizaine de quarts de travail. On peut penser qu'il y a peut-être 10 à la puissance 100 solutions possibles. Donc, c'est 10 avec une centaine de zéros. Si on énumérait toutes les solutions possibles. Donc, évidemment, on ne fait pas ça, mais ça donne une idée de la taille des problèmes qu'on a à résoudre. Et puis, finalement, à la différence de ce qu'on peut voir quand on travaille dans l'industrie des chaînes logistiques, par exemple, ou du commerce, où on optimise des dollars, dans le monde médical, dans le domaine de la santé, on a plusieurs objectifs. Si on parle des soins à domicile, par exemple, le patient, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir du service, si possible tout le temps par la même ou le même soignant, toujours à la même heure, puis peut-être préférablement le matin pour qu'il soit libre après d'organiser sa journée. Le soignant ou la soignante, eux, ils veulent un horaire de travail sur une quarantaine d'heures, des horaires réguliers, pas trop de déplacements ou de temps inutile. Le gestionnaire, il essaie de planifier ses soins pour avoir le moins d'inefficacité possible, payer juste le temps productif et avoir le moins de déplacements ou de temps perdu. Et puis finalement, le payeur de taxes ou le gouvernement essaie d'avoir ça au meilleur coût possible. Donc tout ça ensemble, ça fait que le problème, on peut l'optimiser, mais un peu pour qui ou pourquoi, c'est quoi les compromis. Donc ça... J'aimerais que vous nous parliez de l'aspect recherche opérationnelle en particulier, parce que dans l'histoire de l'intelligence artificielle, on va ouvrir une parenthèse là, de l'histoire de l'intelligence artificielle. La recherche opérationnelle, c'est vraiment une branche de cette grande famille qu'on appelle l'intelligence artificielle. Expliquez-nous justement comment vous vous distinguez d'autres domaines. Donc, la réponse historique, c'est que l'intelligence artificielle, ça existe depuis très, très longtemps. Ça a toujours été à la frontière de ce que les humains faisaient puis l'ordinateur n'était pas capable de faire. Donc, ça s'est redéfini au fur et à mesure que les ordinateurs ont acquis des possibilités. Dans les années 90, quand moi j'étudiais, ça voulait dire la recherche de solutions de manière déclarative. Aujourd'hui, on parle d'apprentissage profond, par exemple, en reconnaissance d'images, etc. Aujourd'hui, comment on voit ça? Puis quand la recherche opérationnelle s'est jointe vraiment, disons, sous la bannière de l'intelligence artificielle, on parle de techniques analytiques, d'où le titre aussi de ma chaire de recherche. Et on va parler d'analytique prédictive. Quand on parle de réseau de neurones, par exemple, on essaie de prédire comment va fonctionner un médicament. Est-ce que tel patient a ou non un cancer à partir d'une image? Est-ce qu'un traitement va être efficace? Et ce qu'on appelle l'analytique prescriptive, ce que moi et Nadia puis des gens de mon département faisons, c'est-à-dire essayer de trouver quelle est la meilleure prescription, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, si je suis capable de prédire le résultat de quelque chose, comment je vais optimiser ça pour avoir le meilleur résultat possible. Et donc, la recherche opérationnelle, c'est la science qu'utilisent les mathématiques et l'ordinateur pour trouver la meilleure prescription, la meilleure action possible. J'aimerais que vous nous distinguiez vos deux métiers, entre guillemets. Comment est-ce justement que vos travaux et vos approches sont complémentaires? Nadia, peut-être qu'on va commencer avec vous, oui? J'ai failli dire, on ne l'a pas préparée, celle-là. Parce qu'on essaie de comprendre. On collabore beaucoup ensemble sur beaucoup de projets de manière en équipe avec nos étudiants. Et donc, ça peut varier. La plupart du temps, on rencontre les partenaires ensemble. Et soit c'est Nadia qui va être une spécialiste du problème à régler, ou des fois, ça va être moi. Puis, la plupart du temps, on va séparer les méthodologies en fonction de nos expertises communes. Donc, ça dépend des branches des mathématiques où moi, je suis plus un expert. Et d'autres branches des mathématiques, c'est plus Nadia. Donc, ça peut dépendre du problème à traiter, de la solution qu'on va envisager d'utiliser. Bien, je vais peut-être reformuler ma question à ce moment-là. Pourquoi, justement, ce problème-là, en quoi la difficulté de ce problème-là, c'est-à-dire d'optimiser justement ces ressources-là dans les milieux hospitaliers, demande que vous collaboriez et qu'il n'y a pas seulement justement une mathématicienne qui doit y travailler ou un spécialiste en recherche opérationnelle qui doit y travailler. Pourquoi c'est pourquoi c'est un problème qui est si difficile à régler? Je vais juste préciser que donc, je suis recherche opérationnelle aussi et non pas mathématique, mais c'est pas grave. Donc ça reste une branche quand même. Je pense que, en fait, comment la majorité des travaux commencent, c'est qu'on est approché par un partenaire qui a un problème. Et soit ça va être moi qui va être approché, soit ça va être Louis Martin. Et en fait,
on va commencer par aller voir le projet ensemble pour regarder c'est quoi la problématique réelle, comment est-ce qu'on va résoudre ça, et c'est après que le chemin va se faire. Donc on commence pas par se dire voici comment on se divise le travail et on verra ensuite c'est lequel qui doit aller travailler ou travaillons ensemble sur ce problème-là en particulier. Donc il n'y a pas des approches qui sont déjà prêtes pour régler des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de voir comment l'organisation des ressources, par exemple, est organisée dans un département donné ou dans un hôpital donné pour être capable de varier la manière dont vous l'approchez. Absolument. Et en fait, c'est exactement le moment où il y a la recherche et la formation qu'on fait à Polytechnique, parce qu'on forme quand même nos étudiants au cycle supérieur. C'est vraiment le moment où ça se rencontre. Okay. Donc, pour chacun de nos projets, tous nos projets sont faits en collaboration avec un étudiant. Donc, on commence toujours par aller voir, donc, disons, un hôpital qui nous appelle. La première étape, ça va être d'y aller avec l'étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui va commencer par faire toutes les observations terrain pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi les problématiques, qui sont les joueurs, qui sont justement c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi le contexte, c'est quoi les défis. Et à partir de là, va commencer la réflexion du côté recherche de c'est quoi la meilleure méthode pour aller répondre à ce problème-là. Ouais. Et c'est là qu'on va aller développer, ça va être quoi la meilleure méthode qui va être la plus efficace. Louis-Martin, puis après on va passer à la deuxième question. Alors, donc en particulier, si on prend un projet qu'on a fait l'année dernière avec l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur, on a récupéré les données des 500 000 derniers patients qui avaient été vus à l'urgence. On a utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour essayer de prédire, j'aime pas le mot productivité, mais en tout cas la quantité de patients que voyaient certains médecins dans certaines circonstances, disons le soir, la fin de semaine, et quand il y avait beaucoup de monde, quand il y avait moins de monde, comment ils ajustaient leur niveau de service à la pression. Et puis ensuite de ça, on a créé des modèles mathématiques qui représentaient le défi de construire un horaire pour utiliser l'ensemble des ressources qui étaient présentes, c'est-à-dire les médecins, et de construire des horaires de travail sur 2 ou 3 mois qui permettraient de voir plus de patients en combinant les expertises ou les comportements qu'on avait observés sur le terrain. 500 000, ça a l'air énorme. Est-ce que dans votre domaine, c'est considéré comme un échantillon qui est normal? Est-ce que on travaille bien avec 500 000 données? C'est un très gros échantillon dans notre domaine. On a été chanceux quand même, c'était un bon partenaire. Ah oui. D'où l'importance d'avoir des données médicales qui sont fiables et exploitables. Ça, c'est un autre domaine, là, mais c'est la question de la qualité des données aussi auxquelles on a accès, ça peut faire la différence. On va passer justement à une question, mon cher Luc. Justement, écoute, Louis-Martin nous a fait allusion aux urgences. Alors, la question suivante, pour diminuer, mesdames et messieurs, le temps d'attente à l'urgence, la question favorite des Québécois. En fait, je pense que c'est la deuxième question favorite des Québécois, mais l'autre, on n'en a pas parlé depuis un petit bout de temps. Alors, pour diminuer le temps d'attente à l'urgence, il suffit A, d'ajouter des médecins, B, d'ajouter des infirmières et infirmiers, C, d'ajouter des civières ou des salles d'examen, D, de mieux synchroniser les ressources humaines et matérielles, et E, ça dépend. C'est un peu facile, ça. On dirait que, comme on dit, c'est des questions... Elle est un peu loadée, celle-là. Alors, je suis très curieux de voir ce que les gens auront répondu. Alors, nos 178 participants, ce soir, on se rend presque à 200. Mesdames et messieurs, votre réponse est la suivante. Alors voilà, on a 60% des gens qui répondent D, donc de mieux synchroniser les ressources humaines et matérielles. Est-ce que c'est un étudiant qui vient vous voir et dit « Je veux travailler pour vous » qui répond ça? Est-ce que vous lui dites « Ouais, viens-t'en dans mon équipe » ? Ça commence bien. Ça commence bien, oui. Donc c'est ça. Mais celui qui répond ça dépend, c'est encore mieux peut-être. Ah oui? On a un public, franchement, vous êtes impressionnant, cher public. Ouais, la sagesse de la foule, hein, ce soir. On la voit pas souvent, mais quand elle est là, on est content. Là, écoute. Vous sortirez plus souvent. Oui, c'est vrai. Votez aussi. Donc, de mieux synchroniser les ressources humaines et matérielles, c'est une chose de dire ça, ça n'est une autre d'en arriver avec des solutions qui sont viables. Est-ce que ce genre d'approche-là pour les systèmes de santé, on l'applique de plus en plus dans le monde?
Oui, absolument. Donc en fait, c'est un mythe que de croire que de tout simplement rajouter une ressource va régler le problème. C'est possible. Dans certains cas, c'est vraiment un manque de ressources qui crée un engorgement à l'intérieur du système. Si on parle des salles d'urgence, c'est possible que dans certaines salles d'urgence, ce soit ça le problème. Tout le monde à Noël sait exactement comment il faut faire pour désengorger les urgences. Tout le monde a une solution. Le problème est un petit peu plus complexe que ça. Donc, typiquement, dans ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur du flux, il y a plusieurs ressources, et il faut que toutes ces ressources-là soient alignées pour que, je vais appeler ça le flux du patient, soit le plus efficace possible. C'est-à-dire son parcours au sein de l'institution, de l'administration. Absolument. Je ne vais juste pas utiliser l'exemple des urgences parce que c'est un peu le sujet favori de tout le monde, donc je vais plutôt préférer autre chose. Lequel? Ce que je vais utiliser comme exemple, c'est un projet qu'on a fait avec le Centre intégré de cancérologie à Laval, qui est un centre spécialisé en radiothérapie et en chimiothérapie, où ce qu'on a fait, c'est justement de regarder le temps d'attente. Donc, ce n'est pas le temps d'attente du patient une fois qu'il arrive à la clinique, mais c'est le temps d'attente entre le moment où le patient sait qu'il doit recevoir un traitement en radiothérapie et le moment où, effectivement, il commence son traitement en radiothérapie. Donc, ce qu'on a fait, c'est, donc bien sûr, avec notre objectif de formation, c'est un étudiant qui a commencé par aller sur le terrain, qui a regardé c'était quoi la problématique, et c'est vraiment ce qu'on a développé comme méthode. Donc, notre algorithme, c'est un algorithme qui a regardé des données pour essayer de prédire un peu c'est quoi les prochaines arrivées de patients, et les délais qu'on doit absolument respecter. Et de mettre ces deux choses-là pour créer un nouvel algorithme qui va dire à quel moment est-ce que, si j'ai une patiente qui arrive le jour 1, à quel moment est-ce que cette patiente devrait commencer son traitement? Et ce qu'on arrive à faire avec ce type de méthode-là, c'est vraiment de façon globale. Donc je ne parle pas de façon individuelle, mais sur l'échelle globale, on diminue que le temps d'attente ou le nombre de personnes qui vont commencer un traitement un peu en retard. Ouais. Il y a aussi les soins à domicile, où vous pouvez appliquer des techniques, n'est-ce pas? Absolument. Dans le soin à domicile, l'enjeu, ça va être de décider, quand une nouvelle demande arrive, à qui on va la confier. Donc, on peut essayer de la confier à un soignant ou une soignante qui est libre, mais lui faire un très grand détour, puis lui faire